Alors bonjour, bienvenue sur la vidéo que nous vous présentons aujourd'hui, qui est l'évaluation financière de la propriété intellectuelle et des savoir-faire, qui représentent des actifs immatériels de l'entreprise. Et à certains moments de la vie de l'entreprise, on peut se poser cette question de est-ce qu'il est possible d'évaluer financièrement ces actifs pour en tirer un quelconque avantage. Donc je suis Sylvie Gamet, je suis présidente de la société NoWall Innovation, qui est une société de conseil donc en innovation, comme son nom l'indique. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer aussi clairement et simplement que possible ce qu'on entend par évaluation financière de la propriété intellectuelle, des savoir-faire, des secrets d'affaires pour l'entreprise, en quoi consistent ces techniques d'évaluation et est-ce qu'il est possible tout simplement d'évaluer ces actifs. Tout d'abord, quand on parle d'actifs immatériels et donc plus particulièrement de la propriété intellectuelle et des savoir-faire de l'entreprise, c'est une arme assez redoutable puisque là, la créativité et l'intelligence dont vous pouvez faire preuve au sein de votre entreprise, de votre organisation, peuvent représenter une richesse qui peut être aussi comptabilisée à votre bilan, dans certaines conditions. Alors, quand on parle d'actifs immatériels, moi aujourd'hui, je vais surtout vous parler de propriété intellectuelle, de savoir-faire, de secrets d'affaires. Et plus concrètement, ça sous-entend brevets, marques, logiciels, les sites web, les bases de données, les savoir-faire, comme je le disais, voire les secrets de fabrication. Alors, la question est comment les évaluer au plus juste? Alors tout d'abord, avant de les évaluer, le premier conseil que l'on peut vous donner, c'est de matérialiser le plus possible ces actifs pour qu'ils aient une sorte d'existence tangible, malgré leur intangibilité. Alors il y a plusieurs techniques pour le faire. Vous pouvez formaliser au plus tôt l'actif en question par différents outils selon ce qu'il concerne. Donc si on parle de recherche et développement et des résultats qui en sont issus ou simplement de procédés de production, d'outils de fabrication, vous pouvez recourir au brevet, au savoir-faire simplement en le maintenant aussi secret que possible, ou en tout cas aussi spécifique que possible, ou le secret de fabrication. Dans le cas des services plutôt marketing, commerciaux, tout ce qui concerne l'identité de la société, là on va plutôt parler des marques, des noms de domaine, des dessins, des modèles, des bases de données, du site web ou des droits d'auteur. Et sinon, quand vous êtes une société plutôt logicielle, donc un éditeur de logiciels ou simplement une entreprise dont l'activité repose essentiellement sur un logiciel, une application, et quand je parle d'application, ça peut être un site web qui offre une application aussi web autant que mobile. Dans ce cas-là, vous pouvez déposer le code source des applications, des logiciels que vous employez ou que vous mettez à disposition de vos utilisateurs ou de vos clients. Et parfois, on peut même déposer un brevet. Donc la question du brevet logiciel est une question assez tordue, pointue. Donc il va être difficile de vous l'expliquer en 2 minutes là, mais sachez que donc on peut déposer des brevets logiciels aux USA assez facilement, mais c'est assez coûteux. Et puis c'est aux USA. Concernant la France et plus largement l'Europe, on ne peut généralement pas breveter un logiciel en tant que tel. En revanche, l'intelligence qu'il y a derrière un logiciel, donc ça peut être des algorithmes, un certain procédé de traitement d'informations, de data, il est parfois intéressant d'étudier la possibilité de déposer un brevet pour valoriser justement ce savoir qui est caché derrière ce code. Ça, c'est notre premier conseil, matérialiser. Ensuite, une fois que vous avez matérialisé, donc le but de la matérialisation, c'est de donner plus de valeur et de tangibilité à vos actifs. Comme ça, pour évaluer, c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, mais en tout cas, ça permet de définir des contours de vos actifs. Alors pour l'évaluation en elle-même, il y a 3 approches majeures, sachant qu'on écarte celle qui consiste à évaluer à vue de nez. Alors la première approche, c'est l'approche par les coûts. Elle est souvent employée mais n'est pas forcément juste puisque vous avez très bien pu dépenser des milliers, des millions d'euros sur un actif, donc qu'il soit brevet, logiciel, peu importe. En revanche, s'il n'a pas de perspective d'exploitation, finalement, est-ce que ces milliers, ces millions d'euros sont justifiés? C'est pas sûr.
Il y a l'approche par le marché, donc là c'est une méthode qui est un petit peu en général difficile à mettre en œuvre puisqu'il s'agit de comparer votre actif à un autre, et un autre si possible qui a connu une transaction, c'est-à-dire qui a été vendu, cédé, qui a fait l'objet d'une concession de licence, par exemple. Et là, ce sont des informations qui sont généralement difficiles à avoir, et quand on est par exemple une PME avec un actif assez particulier, il va être difficile de trouver un actif à peu près similaire qui a fait l'objet d'une transaction entre une PME et une autre entité. Donc c'est une démarche qui est certes très pertinente, mais très difficile à mettre en œuvre, puisque généralement les informations manquent. Après, la dernière démarche qui est proposée, c'est l'approche par les revenus. En général, c'est celle-ci qui est privilégiée car elle est plus proche de la valeur la plus juste finalement de vos actifs. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en compte, certes, on va prendre en compte les coûts de développement par exemple de votre solution. Toutefois, on va aussi prendre en compte, et de façon importante, l'exploitation qui peut en être faite. Donc l'exploitation commerciale et la rentabilité financière qui peuvent être dégagées. Et là, cette méthode consiste à étudier des hypothèses réalistes d'exploitation. On ne fait pas forcément des plans sur la comète, on essaie d'être réaliste, sans pour autant être pessimiste pour autant. Donc voilà les trois démarches qui peuvent être appliquées, qui peuvent être combinées entre elles. Tout dépend finalement de votre situation, de votre actif et du but que vous recherchez en évaluant un actif. On y reviendra plus tard. Alors tout d'abord, simplement pour mettre en avant le fait que quand on fait une évaluation, on étudie certes l'actif, mais pas seulement. On étudie aussi son terrain d'exploitation, qui est tout aussi important. En effet, si je prends la métaphore du jardinage, donc là vous avez différents types d'arbres, c'est joli. Donc l'actif va représenter par exemple la graine, la pousse, le plant, avec son potentiel de croissance, qui est transformé ou non. Tout dépend le stade auquel on prend l'actif en question. Si vous êtes une start-up, on est plutôt au début. Si vous êtes une PME, vous l'avez peut-être exploité déjà pendant quelques années. Voilà, il y a différents cas de figure qui se présentent. On va considérer le terrain, c'est-à-dire le sol, sa richesse, sa capacité à apporter les ressources dont a besoin l'actif pour se développer. Donc là, on parle bien sûr de l'entreprise, de son marché. Si vous avez un actif qui est en adéquation de marché et que votre entreprise a les moyens de l'exploiter, alors vous aurez un actif qui aura plus de valeur que si vous êtes une petite entreprise sans grands moyens, avec un marché qui n'est pas encore tout à fait validé. Et il y a aussi les facilitateurs à prendre en compte. Donc là, dans le cas du jardinage, ce serait le jardinier, le tuteur, le grillage, le voile d'hivernage. Et quand on parle d'entreprise, on parle finalement de tous les leviers de protection contre les risques qui auront pu être mis en œuvre au niveau de l'actif et du terrain, et aussi la stratégie de l'entreprise. Donc là, c'est vite résumé, mais c'est pour vous donner une idée de tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour évaluer un actif. Alors, si on continue dans la métaphore, on peut aussi faire le même parallèle avec les titres de propriété immobilière, puisque vous pouvez avoir une très jolie maison, mais dans un coin tout à fait perdu et loin de tout, et cette même jolie maison dans une ville, on va dire, qui est très bien située, proche de toute commodité. Imaginons qu'il y ait la mer, la montagne, une grande ville à proximité. Enfin voilà, tout dépend du cadre. Finalement, votre maison, en fonction du cadre, n'aura pas la même valeur qu'une autre. Alors l'évaluation en tant que telle, comment on appréhende justement l'actif, le terrain et la protection contre les risques, puisque ce sont ces éléments-là que l'on va prendre en compte. Alors il y a 5 catégories de critères d'évaluation que j'ai pu définir, enfin qui sont généralement pris en compte. Tout d'abord, c'est de quoi parle-t-on? L'actif en question, donc l'actif immatériel. Donc on va définir sa nature, les fonctionnalités qui sont proposées, les qualités intrinsèques de l'actif, les avantages et inconvénients par rapport à l'état de l'art, les coûts de recherche et développement, les ressources associées à cet actif. Donc là, on prend finalement la casquette technologique, technique, où on va vraiment décrire par A plus B ce qu'est cet actif, ce qu'il fait, ce qu'il réalise et pourquoi il a été développé. Alors la question qui se pose ici, c'est comment décrire
un savoir-faire, ou pire un secret, puisque donc un savoir-faire en général est assez difficile à mettre en mots. Et puis un savoir-faire, on n'a pas spécialement envie de le divulguer, donc là on va toucher au secret d'affaires. Alors c'est un peu délicat, c'est un exercice tout à fait délicat, mais qui n'est pas impossible. On peut, si ce n'est dévoiler le secret, ce qui n'est pas vraiment conseillé, c'est en tout cas en dessiner les contours et décrire ce qu'il permet, quel avantage il procure à l'entreprise. Deuxième catégorie de critères d'évaluation, on va s'intéresser aux droits, c'est-à-dire aux outils de protection qui ont été mis en œuvre autour de cet actif que l'on étudie. Donc on prend la casquette juridique ici. Donc on va étudier les droits de propriété, les risques qui y sont associés. Donc là, ça va être la validité du titre, par exemple si vous avez un brevet ou une marque, les risques qui sont liés à son exploitation, la couverture géographique aussi. Est-ce que vous avez par exemple un brevet seulement en France ou est-ce qu'il couvre l'Europe, voire davantage de pays ou de zones géographiques? Et les risques liés aux parties prenantes. Alors, parce qu'en général, quand on développe une invention, donc brevetée, ou même si on développe un logiciel, pour prendre ces exemples-là, vous avez des inventeurs, des développeurs qui entrent en ligne de compte. Est-ce qu'ils sont toujours dans votre entreprise? Est-ce qu'ils ont cédé les droits à votre entreprise? On va évaluer tous les risques de dépendance aussi qu'il peut y avoir par rapport à certaines ressources clés de votre entreprise. Donc là, notre conseil, c'est d'associer autant que possible votre savoir-faire à des droits de propriété intellectuelle forts. Donc vous n'êtes pas spécialement obligé de formaliser votre savoir-faire, mais si vous pouvez l'adosser, par exemple, à un brevet, un logiciel, quelque chose d'un petit peu plus tangible et protégé de façon, on va dire, assez forte, là vous pourrez aussi plus facilement le valoriser. La troisième catégorie de nos critères d'évaluation va concerner plutôt la sphère commerciale. Donc, quelle exploitation va être faite de votre actif? Donc, on va étudier le marché. Donc, quels sont les concurrents directs et indirects, les clés majeures de différenciation, quel est le business model ou les business models qui sont envisagés, la stratégie marketing qui est associée, la zone de chalandise qui est envisagée, la part de marché qui a été acquise ou qui est envisagée également. Donc là, on prend réellement la casquette business. Au-delà de la technique, c'est de savoir ce qu'on fait de cet actif. Et il faut bien garder en tête que le meilleur des produits, s'il n'est pas adapté au marché, n'a aucune valeur, n'a aucun potentiel. En effet, vous pouvez développer une superbe invention. Si personne n'en veut, vous aurez du mal à la valoriser. Avant-dernière catégorie, donc là on va parler plutôt des finances. Donc on va imaginer les scénarios d'exploitation de façon plus précise et la rentabilité qui va être dégagée. Donc on va prendre différents critères plutôt quantitatifs cette fois en compte. Donc le chiffre d'affaires passé, sa répartition par rapport à différents segments de clientèle par exemple, ou différents pays, la politique tarifaire, la chaîne de la valeur, la durée de vie estimée de votre actif, ce qui est crucial, puisque si vous avez par exemple un logiciel, en général leur durée de vie est assez courte, donc si vous l'avez déjà exploité 3 ans, il ne va peut-être pas être encore exploité 3, 4, 5 ans. Donc là, ça va forcément impacter sur sa valeur. Vous avez aussi à prendre en compte le chiffre d'affaires prévisionnel, donc là on est dans les perspectives d'exploitation, le taux de pénétration du marché, est-ce que ça va être une pénétration rapide ou est-ce que ça va être plutôt lent d'acquérir des clients et de développer sa clientèle, la courbe d'évolution des ventes donc qui est associée, et les coûts associés à l'exploitation, donc les coûts directs, indirects, les coûts variables, les coûts fixes, etc. Donc on prend vraiment une casquette financière et prospective. Et donc là, pareil, le meilleur des produits, s'il n'est pas rentable, n'a que peu de valeur. Vous pouvez avoir un très beau produit, vous pouvez avoir une adéquation de marché patente, mais si le business model, donc le modèle d'affaires que vous déployez derrière et les outils marketing ne conduisent pas à une rentabilité, c'est pareil. En tout cas, dans ce cas-là, dans ces conditions-là, il sera difficile d'aboutir à une valeur qui soit pertinente et intéressante pour votre entreprise. Donc, pour finir, la dernière catégorie, c'est la catégorie finalement la plus difficile à définir, puisqu'on va parler de la contribution de l'actif en lui-même à la réalisation des marges qu'on aura pu définir auparavant, et les risques qui sont associés. Donc là, c'est ceinture et bretelles, comme vous le voyez, ça existe. Donc,
On va prendre en compte tous les risques, hein, mais aussi bien les bonus et les malus. Hein, finalement, on ne va pas prendre en compte que des malus. Parfois, on peut trouver des bonus. Donc on va prendre en compte la contribution de l'actif, comme je disais, à la réalisation de la marge nette. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez déposé un brevet, en quoi le fait d'avoir déposé ce brevet particulièrement participe à une marge plus importante que si vous n'en aviez pas déposé. On va aussi considérer éventuellement la dévaluation de l'actif dans le temps, les risques de litige, de contrefaçon, de copie, les risques liés aux dépendances. Par exemple, si vous avez une ressource clé dans votre entreprise qui est nécessaire à la mise en place et à l'exploitation de votre actif, là, il y a un risque qui est important, donc on va l'évaluer. Et les risques liés à l'exploitation standard, on va dire, les risques liés au marché, des risques finalement que l'on rencontre assez souvent, voire systématiquement. Donc je vais revenir un petit peu sur ce point délicat qui est la contribution de l'actif à la marge qui est réalisée ou qui sera réalisée. Donc si je prends par exemple la fameuse recette secrète de Coca-Cola, est-ce que c'est elle finalement qui fait toute la différence par rapport à ses concurrents? Ce n'est pas sûr, puisque au-delà de la recette, Coca-Cola a quand même une campagne marketing, enfin une stratégie marketing qui est assez redoutable, bien ancrée depuis des années, une image de marque qui s'est imposée. Donc, il s'agirait là, par exemple, de faire la part des choses entre le rôle de la recette et le rôle de l'identité Coca-Cola, donc son image de marque en tant que telle. Donc c'est vraiment une question assez pointilleuse et qui est importante de savoir argumenter. Alors pour finir, comme vous l'avez vu, quand on fait une évaluation financière d'un actif, finalement on adopte une approche transdisciplinaire, puisqu'on évalue la technique, la technologie. Donc on va dire qu'il faut être un petit peu ingénieur sur les bords, développeur, quand il s'agit de logiciels. Il faut aussi avoir une casquette marketing, commercial et business. Une autre casquette finance, fiscalité, puisqu'il y a des incidences aussi à ce niveau-là, et une casquette juridique pour bien évaluer les droits. Donc c'est vraiment une approche tout à fait globale qui demande une vision systémique et stratégique de l'actif, de l'entreprise et de l'exploitation de tout cela, de l'osmose qui peut être créée ou pas. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert une évaluation financière d'actifs immatériels? Alors c'est avant tout un puissant levier stratégique pour différentes raisons. Tout d'abord, vous pouvez évaluer un actif immatériel, donc là par exemple la propriété intellectuelle et le savoir-faire, en vue d'un apport en nature au capital d'une entreprise. Ça peut être votre entreprise si elle est en création, ça peut être une filiale, ça peut être aussi dans le cadre d'une cession simplement de votre entreprise ou en tout cas de sa fusion avec une autre. Donc en fait, dès que vous avez un événement capitalistique, cette évaluation peut être importante. C'est un levier de financement également, puisque si vous faites un apport en nature, notamment au capital de l'entreprise, vos fonds propres vont être plus importants. Et donc, si vous prétendez à des financements qui sont indexés sur vos fonds propres, ce qui est le cas notamment auprès de BPIFrance, vous pouvez donc étendre l'assiette qui va être prise en compte et obtenir des financements plus importants que si vous n'aviez pas fait cet apport en nature. Ensuite, vous pouvez mieux négocier, vendre ou vous associer, dans le cas d'opérations capitalistiques ou même simplement de cession de votre actif immatériel, donc si vous voulez le vendre, ou si vous voulez vous associer à une autre entité qui peut être un laboratoire, aussi bien qu'une entreprise, peu importe. En tout cas, c'est un moyen de faire valoir les actifs que vous avez pu développer et qui ne sont pas forcément valorisés, vous, au quotidien dans votre bilan comptable. C'est aussi un outil pour mieux diriger et mieux investir. Mieux diriger puisque vous aurez une vision claire de la valeur de vos actifs et vous saurez donc lesquels préserver et fortifier dans votre entreprise. Vous saurez aussi par exemple quels sont les éléments clés de votre entreprise qu'il faut fidéliser pour ne pas perdre la valeur de certains de vos actifs. Et pour mieux investir, c'est dans le cas contraire, si l'actif dont on parle n'est pas encore en votre possession, mais que vous envisagez de l'acquérir, cette étude est tout à fait intéressante puisque vous maîtrisez ensuite tous les éléments liés à l'actif en question. Et donc, vous pouvez prendre votre décision d'investissement en toute connaissance de cause et donc en limitant les risques, on va dire, de mauvais jugement.
Alors, pour valoriser au bilan un actif, quelles sont les conditions? Alors en France, il n'existe qu'une voie, c'est l'apport au capital via un apport en nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou un apport partiel d'actifs. Donc finalement, ce sont des opérations capitalistiques qui ne s'opèrent qu'à certains moments clés de la vie de l'entreprise et sous certaines conditions. Mais l'impact est vraiment important. Donc vous avez différents impacts qui sont listés ici. Donc tout d'abord, comme je le disais précédemment, la surface financière affichée de votre entreprise pourrait être étendue et donc sa crédibilité est plus affirmée. La répartition du pouvoir et des bénéfices également, puisque si un apport en nature est fait, c'est en général au nom propre d'un dirigeant, en tout cas quand on est dans la création d'une start-up par exemple, et ce qui va lui permettre d'obtenir une part plus importante de capital. Par exemple, si des investisseurs entrent, s'il y a une levée de fonds, que des investisseurs entrent, il sera un petit peu moins dilué s'il apporte un actif en contrepartie. Comme je disais également, des aides financières plus importantes et aussi certains avantages fiscaux selon le régime, personne physique ou personne morale, par rapport aux plus-values qui vont être dégagées avec cet actif. Donc la valeur proposée quand on fait une évaluation financière d'actifs immatériels nécessite l'approbation d'un commissaire aux apports. Donc cette démarche prend 2 à 3 mois généralement. Mais il est tout à fait intéressant de voir qu'on ne peut pas donner n'importe quelle valeur à n'importe quoi, l'apporter à sa société sans que quelqu'un ne vise cette valeur. Donc là, c'est le rôle du commissaire aux apports. Et donc, quand on fait un rapport sur une évaluation financière d'actifs, le but est bien sûr d'argumenter auprès du commissaire aux apports que la valeur que l'on a retenue est la bonne, n'est pas risquée, n'est pas surévaluée ou sous-évaluée. Donc j'espère vous avoir éclairé sur quelques points sur ces questions d'évaluation financière d'actifs immatériels, mais donc plus particulièrement à propriété intellectuelle, savoir-faire, secret d'affaires. Si toutefois vous avez des questions sur une problématique qui vous est propre, n'hésitez pas à me contacter. Donc là vous avez le lien vers mon site qui est Nowell Innovation, donc nowell-innovation.com. Vous pouvez me joindre au numéro de téléphone qui est affiché ou par email. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire pour la moindre question. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et puis j'espère que vous saurez maintenant valoriser vos actifs immatériels ou en tout cas que vous aurez conscience de la valeur potentielle qu'ils peuvent représenter pour votre entreprise. Au revoir.